Alors, jusqu'à maintenant, je crois que ce que nous avions fait, c'était essentiellement ce que nous avions appelé du paramétrique. Ça veut dire qu'on avait une population, par la suite une variable aléatoire ou un échantillon qui y avait une distribution dépendante d'un paramètre inconnu. Et donc, on avait soit essayé de l'estimer, soit testé des hypothèses sur ce paramètre. Pour le cas, un seul échantillon. Dans la leçon qui a précédé, nous avions considéré le cas de deux échantillons à comparer à travers un paramètre toujours, qui était soit la moyenne, soit la proportion dans chacun des deux cas. Ici, nous allons commencer ce que nous avions déjà annoncé il y a pas mal de temps, des procédures non paramétriques. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces situations? Nous allons tout simplement ignorer la distribution, ne pas chercher à déterminer un modèle a priori, et nous allons essayer d'estimer ou de tester dans ce cadre général. Je crois que nous avions déjà fait un peu de non paramétrique à un moment donné, quand on avait essayé de passer des fréquences relatives aux probabilités en disant que lorsque la taille de l'échantillon devient importante, lorsque le nombre d'observations devient important, la fréquence d'une observation s'approchait de sa probabilité. C'était un petit début. Et là, pour ce qui est de la partie estimation, nous allons tout simplement généraliser ceci. Alors, tout de suite, des procédures non paramétriques, bien évidemment, comme toujours, nous ne pouvons pas être exhaustifs, nous ne pouvons pas faire tout, mais nous allons donner l'essentiel pour que puisse comprendre le principe, et la généralisation à d'autres situations pourrait être assez facile. Alors, d'abord, estimation d'une fonction de répartition dans le cas continu. Donc, nous supposons que nous avons un échantillon ayant une certaine distribution. Nous allons caractériser cette distribution par sa fonction de répartition et nous allons essayer de l'estimer en supposant qu'elle n'est pas du tout connue. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que nous appelons test d'adéquation. Adéquation, adaptation, plausibilité. Tous ces termes-là expriment plus ou moins la même chose. Donc, j'ai déjà fait une promesse à un moment donné en disant qu'on peut adopter un modèle a priori et on peut chercher à vérifier l'adoption de ce modèle, l'adéquation de ce modèle à la situation pratique qu'on avait. Et c'est ce qu'on va faire dans ce paragraphe, de manière bien évidemment assez succincte. Et par la suite, nous allons faire de nouveau des comparaisons à travers ce qu'on appelle des tests de rang et de signes. Ça va être des comparaisons telles que ce que nous avions fait dans la leçon précédente, mais pas sur des paramètres, mais plutôt sur des distributions. Voilà donc le programme pour cette leçon. Donc tout de suite, passons à l'estimation d'une fonction de répartition dans le cas continu. Nous allons voir pourquoi le cas continu, ce n'est pas pour exclure le cas discret, parce que le cas discret, il est assez élémentaire et pour le trouver autrement. Mais dans ce cadre, nous allons voir que ça risque de nous poser des problèmes. Alors, le point de départ, soit x1, x2, xn, un échantillon. Donc, n variables aléatoires, indépendantes, identiquement distribuées. Avec f de x, la probabilité que xi est inférieur ou égal à x, donc la fonction de répartition commune des xi. En général, f de x, dans ce contexte bien sûr, est entièrement inconnu et on cherche à l'estimer. Donc, cette fonction de répartition, nous n'allons pas dire que c'est une binomiale dépendant d'un paramètre p que nous ne connaissons pas ou une normale ayant une certaine moyenne mu ou sigma carré que nous ne connaissons pas. Nous disons que nous ne la connaissons pas du tout entièrement. Alors, donc, nous allons essayer de nous baser sur cet échantillon. Et voilà donc x1, x2, xn, les valeurs observées des xi que nous avions ici. Donc, si ces xi sont des variables aléatoires, les xi qui sont ici, ce sont des réalisations de ces variables aléatoires, des nombres de ces variables aléatoires à travers des observations, à travers une expérience.
Alors, nous savons que pour x fixe, la fréquence de l'événement xi inférieur ou égal à x, donc ceci est un événement, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles de xi qui sont inférieures ou égales à ce nombre x fixe. Et le rapport entre le nombre des xi inférieur à x et n, le nombre total des xi. Donc ça, c'est la définition d'une fréquence relative d'un événement telle qu'on l'a définie il y a longtemps. Alors, on note cette fréquence fn de x, parce qu'il dépend de deux choses. On se fixe d'abord le x, et on travaille avec un échantillon de taille n. Donc, on la note f, petit f, indice n de x. Alors, nous allons introduire une façon d'exprimer ce fn de x un petit peu différemment. Et pour cela, on considère u, la fonction définie par u de x, il est égal à 1 pour des x négatifs. Donc, c'est une fonction qui associe 1 à tout x qui est négatif et qui associe 0 à tout x qui est strictement positif. Donc, sinon, nous pouvons vérifier que finalement, notre fréquence relative fn de x de l'événement est tout simplement la somme de u de xi moins x, le tout divisé par n. Donc, la moyenne des images de xi par cette fonction u, enfin, xi moins x, de l'écart que font les xi par rapport à x. Donc, on peut le vérifier très facilement et voir que ce fn de x, il peut aussi s'écrire sous cette forme assez pratique, comme on va le voir plus tard. Alors, si maintenant, nous voulons tracer le graphe de cette fonction pour différentes valeurs de x. Donc, ça, c'est moins 1, et nous allons chercher fn de moins 1. 0, fn de 0, et ainsi de suite. 2, fn de 2. Donc, nous allons chercher à grapher cette fonction. Eh bien, qu'est-ce que nous constatons? Peut-être qu'ici, le nombre d'observations, il est pris assez important, et donc, nous ne voyons pas partout que cette fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Donc, ce sont des marches, petites ou grandes, donc ce sont des marches, tout simplement. Donc, on monte, marche, à chaque fois, on monte, puis il y a un palier horizontal, donc ce sont des marches. C'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Le graphe de la fonction fn de x que nous venons d'introduire, c'est tout simplement une fonction en escalier. Bien évidemment, elle est d'abord croissante, parce que plus le x est grand, plus le fn de x est grand, parce que l'événement est plus large. Et elle est aussi constante sur quelques morceaux, quelques intervalles. Pourquoi? Parce que quand on arrive à une valeur observée, on calcule ça, la fréquence cumulée jusqu'à cette valeur, et pour aller à l'autre valeur observée, il y a un petit espace, puisque les valeurs observées sont distinctes un petit peu les unes des autres, et sur cet espace, elles restent constantes jusqu'à ce qu'on atteint la valeur suivante, et on monte d'une marche. Ce qui fait que c'est une fonction en escalier. On sait aussi que lorsque n est de plus en plus grand, fn de x tend vers la probabilité de l'événement en question. Donc vers f de x, parce que, par définition, f de x, c'est la probabilité de l'événement grand x inférieur ou égal à petit x. Donc, quand n devient important, ce fn de x s'approche de plus en plus de cette fonction de répartition qui nous est inconnue. En fait, on a mieux. Le sup sur tous les x. Ici, on travaille avec un x fixe, fn de x, f de x, quand n devient de plus en plus grand. Maintenant, pour différentes valeurs de x, cette différence, nous avions dit qu'elle va vers 0, parce que ceci va vers cette valeur-là quand n devient de plus en plus grand. Mais ceci se fait non pas x par x en valeur absolue, mais le sup, la plus grande valeur possible sur tous les x, tend vers 0 quand n est de plus en plus grand. On peut donc dire que pour différentes valeurs de x, f de x est à peu près fn de x. Donc nous pouvons, pour n suffisamment grand, approximer f de x par fn de x. Alors, quel est l'intérêt de ce sup qui est ici? Regardez bien.
nous avions fixé un x. Et nous avions dit que cette fonction f de x, qui est un nombre maintenant, peut être approchée par ce nombre-là pour n de plus en plus grand. Ceci pour chaque x. Seulement, pour un x, l'égalité peut se réaliser pour n égale 700, par exemple. Mais pour un autre x, peut-être qu'il faudrait attendre 7 millions pour arriver à l'égalité, pour n égale à 7 millions. Donc, selon le x, le n suffisamment grand qui va réaliser cette approximation va être différent d'un x à l'autre. Ça, c'est en principe. Mais avec ce sup, ceci nous rassure en disant que les n qui vont réaliser l'approximation pour différentes valeurs de x ne vont pas être loin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une convergence uniforme. Peu importe si on a déjà rencontré ce type de convergence, mais c'est uniformément, ceci tend vers 0 uniformément en x. Donc, l'approximation, elle est bonne pour un n suffisamment grand, et ceci va être pour pratiquement tous les x dans R, et non pas x par x. Alors, voilà maintenant le graphe de fn de x qui est là et qui est une fonction d'escalier telle qu'on l'avait déjà vu, et le graphe de f de x elle-même, la fonction de répartition. Et ça nous donne quelque chose qui va pratiquement de manière assez étroite les unes avec les autres. Donc, finalement, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que la différence entre ça et ça en valeur absolue tend vers 0 uniformément, c'est-à-dire le sup tend vers 0. Alors, le sup, où est-ce qu'on va le trouver comme différence? Je crois qu'on va le trouver probablement ici, parce que la valeur, il est là, sur la fonction d'escalier, mais sur l'autre fonction, elle est là. Donc ça, c'est éventuellement le plus grand écart qu'on trouverait entre ces deux courbes. Eh bien, ce plus grand écart, lui-même, tend vers 0 assez rapidement, ce qui fait que cet écart va vite se réduire pour que finalement, ces deux courbes vont s'épouser et vont s'assimiler l'une à l'autre. Celle-là, elle ne bouge pas parce qu'elle est théorique. C'est celle-là qui est empirique, qui est calculée à partir des données, que plus le nombre de données augmente, plus elle tendra à devenir cette courbe-là. Donc, voilà pour ce qui est de l'estimation d'une fonction de répartition. Alors, maintenant, nous avons fn de x, qui est une fonction. La statistique définie par fn de x définie comme ça. Alors, quelle est la différence entre le fn de x qui est défini comme ça et le fn de x que nous avions vu tout à l'heure? Dans le fn de x que nous avions vu tout à l'heure, ceci c'était un petit xi et non pas un grand. Donc les valeurs observées. Maintenant, en remplaçant ceci par les grands, nous avons une variable aléatoire. Donc, nous avons trois choses ici. Nous avons notre f de x, qui est la fonction de répartition empirique, et qui est, la fonction de répartition de l'échantillon, et qui est un nombre pour chaque x, donc une fonction, mais pour chaque x, c'est un nombre. Nous avons la fréquence de l'événement petit f indice n, qui est aussi un nombre. Mais là, le grand f indice n, la troisième quantité que nous venons d'introduire, puisque ici c'est une variable aléatoire, celle-là est une variable aléatoire. Mais du fait qu'elle est observable, et les fonctions uniquement des valeurs observées, on l'a appelée statistique. Donc la statistique définie par ceci a pour espérance mathématique, on peut le vérifier, f de x. Donc cette statistique, elle vérifie e de fn de x égale f de x, et par suite, fn de x est un estimateur sans biais de f de x. Voilà, à travers la fréquence relative, nous avions pu fabriquer une statistique qui est un estimateur sans biais de la fonction de répartition que nous ne connaissons pas. Alors, sans biais, ça veut dire que l'espérance mathématique de la statistique, c'est la quantité que nous cherchons à estimer. C'est comme ça qu'on avait appelé, caractérisé un estimateur sans biais. On peut vérifier que la variance de fn de x est exactement f de x, facteur de 1 moins f de x, le tout divisé par n. Mais cette majoration, je l'ai déjà proposée. J'ai dit que lorsque j'ai un nombre qui est entre 0 et 1, ce produit-là, il est toujours majoré par un quart. Finalement, cette variance, elle est majorée par 1 sur 4n, ce qui fait que
le n il est en bas, nous pouvons maîtriser cette variance en augmentant n et la rendre aussi petit que l'on veut. Alors, cette fonction-là, fn de x, cette statistique qui est un estimateur sans b de f de x, est dite fonction de répartition empirique. C'est une fonction de répartition empirique. La différence entre grand f de x et grand f n de x, c'est que la première, c'est la vraie fonction de répartition, et celle-là, c'est l'estimateur sans b de cette fonction de répartition qui est dit dans ce cadre fonction de répartition empirique. Et c'est sa valeur observée, fn de x, qui était la fréquence relative de l'événement x inférieur ou égal à x, qui est la valeur observée de ceci qui va servir à approximer le grand f de x qui nous est inconnu. Donc, une fréquence relative qui approxime une probabilité. C'est ce que j'avais annoncé au début de ce chapitre. Donc, nous faisons à peu près la même chose, sauf pour, pas pour n'importe quel événement, mais pour un événement particulier. Test d'adéquation. Je crois que j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Maintenant, les choses vont devenir un peu plus claires quand on va l'appliquer à un exemple. Alors, population numérique continue. Je crois que les données vont être des données numériques continues. Pour un échantillon aléatoire dans un stock d'ampoules, soit DI, la variable aléatoire associée à la durée de vie de la ième ampoule dans l'échantillon. Donc cet exemple-là, on a déjà eu l'occasion de le voir, mais pas dans ce genre de problème. Donc voilà, un stock d'ampoules, c'est la population, un échantillon aléatoire dans ce stock, DI, la durée de vie de la ième ampoule dans cet échantillon. La distribution de DI est inconnue. Nous avions tenté de dire qu'elle était normale, de manière assez vague, parce que bien qu'on a dit que c'était normal, on n'a donné ni sa moyenne, son espérance mathématique, ni sa variance. Nous avions tenté à un moment donné de l'estimer. Encore faut-il que ce modèle a priori était correct. C'est ce que nous allons faire ici. On peut adopter une distribution a priori, telle qu'on l'a fait. Soit f, la fonction de répartition de DI, ça c'est la vraie, que nous ne connaissons pas, et f0, la fonction de répartition associée à la distribution a priori que nous avions adoptée, que nous avions collée sur des bases relativement, si vous voulez, potables de la distribution a priori. Donc nous avons ici deux choses, la vraie fonction de répartition que nous ne connaissons pas, et le f0, la fonction de répartition que nous avions adoptée et que nous avions supposé être la fonction de répartition de nos observations qui sont les durées de vie de différentes ampoules. Vérifier l'adéquation de ce choix, c'est tester l'hypothèse HF inconnu est égal à F0 adopté. Donc finalement, la vérification de l'adéquation revient à tester une hypothèse F égale à F0. Remarquez que là, ce n'est pas du tout un paramètre égal à un autre, c'est carrément une fonction de répartition égale à l'autre. C'est l'égalité de deux fonctions. Alors, quand on a l'égalité de deux fonctions, ça veut dire que pour tout x, f de x égale à f0 de x. C'est quand même beaucoup plus complexe que de chercher à vérifier, comme tout à l'heure, p égale à p0 ou mu égale à mu0. Là, c'est carrément une fonction égale à une fonction. Donc, deux valeurs, est-ce qu'elles sont égales ou pas? C'est une question facile à vérifier. Mais pour que deux fonctions soient égales, il faut qu'ils aient la même courbe. Donc, il faut qu'ils coïncident partout pour les différentes valeurs de x. Alors, l'alternative, c'est-à-dire dans le cas où cette hypothèse-là n'est pas vraie, l'alternative adoptée K, c'est que f n'est pas f0. Donc, on va tester f est égal à f0 contre l'alternative f différent de f0. Alors, sous h, qui est la fonction de répartition, elle est égale à cette fonction de modèle a priori. dn, qui est égal au sup de fn de x moins f0 de x, rappelez-vous que ce dn, on avait ici f, mais puisque maintenant nous supposons que f égale à f0, on met ici f0, ce dn tend vers 0, bien évidemment, quand n est de plus en plus grand. Si le f était égal à f0, ce sup-là tendrait vers 0, parce qu'on a déjà vu qu'avec f ici, ça tend vers 0. Et alors,
puisque ceci tend vers 0, si cette hypothèse-là est vraie, on va rejeter cette hypothèse si ce dn est supérieur, reste plus grand qu'un certain c. Ça veut dire on l'empêche d'aller vers 0. Donc si ce dn reste supérieur à c, ceci est une évidence contre cette hypothèse. Donc cette hypothèse-là n'est pas vraie. Et alors, le modèle a priori que nous avions choisi n'est pas correct. Mais si on a le contraire, bah, on peut être plus ou moins rassuré et dire que notre choix était correct. De modèle a priori. Alors, ce test est dit test de Kolmogorov. La constante C est obtenue d'une table de Kolmogorov. Alors, moi, ces termes, ça ne m'intéresse pas de dire que ce test-là s'appelle ceci ou cela. Mais si je dis que ce test s'appelle test de Kolmogorov, parce que pour la constante C, nous avons besoin de nous référer à une table, et il y en a tellement, pour se retrouver, cette table-là est appelée table de Kolmogorov. C'est la seule raison pour laquelle je donne le nom de ce test. Alors, pour alpha 0 est égal à 0,05, et pour la taille de l'échantillon est égale à 25, la table de Kolmogorov va nous donner ce C est égal à 0,294. Et alors, si le dn est inférieur à cette valeur, le dn observé, le petit dn, nous pouvons dire que le modèle a priori que nous avions adopté, le F0, il est bon. Mais s'il est supérieur à ceci, nous pouvons dire qu'il faut laisser tomber et éventuellement chercher autre chose. Ça ne va pas, il n'est pas adapté. Voilà, nous nous sommes donc donné les moyens de vérifier si un modèle a priori était bien fait, bien choisi ou pas. Alors, tout de suite, après avoir vu population numérique, nous passons à une population catégorique. Alors, pour l'expérience où on jette un dé, on a adopté une distribution a priori admettant l'équiprobabilité des 6 faces. Rappelez-vous, quand on a pour la première fois considéré le problème du dé, nous avions dit que si ce dé-là pourrait être considéré comme un cube parfait, en quelque sorte, homogène, nous pouvons dire qu'en le lançant, il n'y a aucune raison qu'une face est favorisée par rapport à une autre, donc il y a autant de chances d'obtenir n'importe quelle face. Et alors, la probabilité commune, c'était 1/6. C'est pour ça qu'on parle d'équiprobabilité des 6 faces. Maintenant, pour vérifier l'adéquation de ce modèle, ou encore pour s'assurer que, en fait, le dé est équilibré, comme on l'avait déjà fait pour la pièce de monnaie, on teste l'hypothèse H, PI est égal à 1/6 pour différentes valeurs de I allant de 1 jusqu'à 6. PI est la probabilité d'avoir face I dans une lancée. Donc, je prends PI, la probabilité d'avoir face I. Et ce que je suis en train de tester, c'est que pour différentes valeurs de I, PI est égal à 1/6, donc j'ai un dé équilibré qui me donne les mêmes chances pour chacune des faces. Alors, si FI est la fréquence de cette face dans n lancé, plus n augmente, plus FI approche PI. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà vu. Donc, pour n suffisamment grand, FI, qui est observable, qui est à notre disposition, nous donne une idée sur la vraie valeur de PI que nous sommes censés ignorer, sauf que là, nous supposons qu'elle se peut que ce soit 1/6. Mais comme nous sommes en train de vérifier cette hypothèse, il faudrait ne pas prendre ceci comme quelque chose de véridique, mais le prendre avec quelques précautions et chercher plutôt à le vérifier. Alors, on rejette H si ce W ainsi défini, qui est égal à la somme FI moins 1/6 au carré divisé par FI supérieur à C avec un facteur multiplicatif n ici. Encore une fois, nous voulons que si le dé est équilibré, la fréquence de chaque face doit être proche de 1/6. Et alors, nous sommes en train de regarder la différence entre cette fréquence et 1/6 au carré. Mais, c'est ce que j'avais expliqué auparavant, ne relativisons cette différence par rapport à la fréquence. Donc, nous divisons par FI. Et cette quantité-là, W, si elle est supérieure à C, on rejette H. Le N qui est là, c'est tout simplement pour des raisons de distribution. Pas, le N, il est fixe, ce n'est pas le N qui va rendre W grande ou petite, on n'y touche pas, on le fixe. Mais nous sommes en train de comparer les fréquences à la fréquence théorique, sous l'hypothèse que les faces sont équilibrées. Alors, pour N est grand,
C est obtenu d'une table de qui 2 à 6 moins 1 degré de liberté. Ceci nous rappelle un petit peu le test que nous avions fait dans la leçon précédente sur l'appréciation d'un produit de consommation. Plusieurs catégories. Ici, c'est la même chose. Nous avons une expérience qui va résulter en 6 catégories, 6 faces. Et alors, comme on a 6 catégories, le degré de liberté, c'est 6 moins 1, donc 5 degrés de liberté. Alors, si on prend alpha 0 égale à 0,05, alors C est égal à 11,1 à partir d'une table de qui 2 à 5 degrés de liberté. Et donc, si ce W est plus grand que ce C que nous venons de calculer dans cet exemple, notre D n'est pas équilibré. Si ce W est plus petit que ce C qui est là, notre D, il est supposé être équilibré parce que de toutes les façons, nous avions dit qu'il n'y a aucune conclusion qui est faite sans erreur. Donc, moyennant une erreur que nous maîtrisons ici. Voilà un exemple, soit les résultats de 120 lancés de ce dé. Les faces sont numérotées de 1 à 6. Alors, la première face apparaît 14 fois parmi 100. 17, 26, 23, 23, 17. Le 6e, c'est 20. Alors, est-ce qu'on devait avoir 20 partout ici pour qu'on dise que le dé est équilibré? Non. Mais il ne faut pas, comme on va le voir, trop s'éloigner de 20 dans ces valeurs. Alors, question, est-ce que 14 est trop éloigné de 20? Pas de réponse immédiate, du moins évidente. Est-ce que 26 est trop éloigné de 20? Donc, 14 et 26, c'est 20 plus ou moins 6. Donc, est-ce qu'on est suffisamment loin de 20 pour dire que notre dé n'est pas équilibré? Si nous appliquons ces données à notre statistique W, le calcul va nous donner 5,4. 5,4. Elle est beaucoup plus petite que la valeur tirée d'une table de qui 2 à 5 degrés de liberté, 11,1. Ce qui fait qu'on accepte H, notre D, est équilibré malgré ces chiffres. Notre D est équilibré malgré ces chiffres. Attention, nous travaillons avec un choix d'erreur. Nous avions pris alpha est égal à 0,05, ça veut dire 5%. On aurait pu être plus exigeant et au lieu de prendre 5%, prendre 1%. Mais, je n'arrête pas de le dire, nous n'avons pas toujours intérêt à faire ça. Parce que plus on réduit l'erreur du première espèce, plus on a une erreur de deuxième espèce qui est très grande. Alors, si c'est absolument nécessaire d'aller vers 1%, on le fait. Mais il faut qu'on soit conscient qu'on est en train de payer ça par ailleurs. L'autre erreur, elle est trop élevée. Donc, il ne faut pas croire que nous pouvons prendre 5%, 1%, 1 pour 1000 éventuellement, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Pas du tout. Il faut être conscient que tout se paye. Alors, maintenant, j'arrive à des tests de comparaison qui sont dits tests de rang et tests de signe. C'est des tests plus ou moins similaires, nous allons le voir, présentés de manière différente. Et donc, ça va être assez facile de les exposer comme de comprendre le principe. Alors, test de rang, pour commencer. Pour comparer deux médicaments, on a déjà vu ça de manière un petit peu différente. Agissons sur le cholestérol. On prend 2 échantillons et on affecte un médicament à chacun. C'est déjà fait cette expérience, sauf que l'analyse était un petit peu différente. On a X1, X2, Xn, les observations sur le premier échantillon, Y1, Y2, Ym, sur le deuxième échantillon. Donc, Xi est le taux de cholestérol chez le IM patient traité par le premier médicament. Ce problème a déjà été traité dans le cas où N et M sont grands. Ça, on a utilisé l'approximation normale. Ou dans le cas où un N ou M n'était pas grand, mais les XI et les YJ sont normales. On a supposé qu'ils étaient normales. Donc, ce problème, il a été traité dans 2 cas différents. Il a été traité dans le cas où les tailles d'échantillons sont grandes, et il a été traité aussi quand les tailles sont petites, mais les données sont normales. Mais il y a un 3e cas où il n'y a ni cette situation ni l'autre, et c'est celui que nous allons traiter ici.
Alors, ici, on va traiter ce problème sans se préoccuper des distributions, des xi et des yj, sans se préoccuper des vraies distributions, ni des distributions asymptotiques telles qu'on les a qualifiées, c'est-à-dire quand n devient grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc très simple. On ordonne les valeurs observées, x, y, j, entre elles. On va prendre les n plus m valeurs et on va les ordonner, de la plus petite à la plus grande, mélangées. Et on note Ri, le rang occupé par xi, parmi ces n plus m observations. Donc, on mélange les n plus m valeurs et on les ordonne de la plus petite à la plus grande. Puis, on va chercher quel est le rang qu'occupe xi dans cet ordre. Et on appelle ce rang Ri. Donc, si xi si x1 est la plus petite valeur de toutes les valeurs, xi, yj confondu, le R1 serait égal à 1. Donc, le rang, c'est le premier rang, c'est la plus petite valeur. Et ainsi de suite. Ayant fait ça, nous allons considérer que f et g sont les fonctions de répartition de xi et yj, respectivement, que nous ne connaissons pas. On veut tester l'hypothèse h, f égale à g. C'est-à-dire que si avant, on a traité, comparé une moyenne à une moyenne ou une proportion à une proportion, ici, nos deux fonctions de répartition sont supposées inconnues et nous cherchons à vérifier est-ce que f égale à g. F égale à g, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de différence entre les deux échantillons, comme si ils proviennent tous les deux de la même population. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements. Et la différence va exprimer le fait qu'il y a une différence entre les traitements. Il y a un traitement qui est meilleur qu'un autre. Donc, l'égalité ici veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements. On peut utiliser n'importe quel médicament de manière indifférente puisqu'il donne le même résultat. Alors, on note aussi R indice X, la somme des RI. Je vous rappelle que le RI, c'est le rang occupé par petit xi dans les n plus m valeurs ordonnées observées. Et RY, la somme des rangs des YJ. Avec n, le nombre total d'observations n plus m, on a Rx plus RY, c'est une somme qui est égale à 1. Les rangs, ils vont du plus petit au plus grand, donc le premier occupe le rang 1 et le dernier occupe le rang grand N. Et alors, la somme 1, 2, 3, 4 jusqu'à grand N, on sait qu'il y a une petite formule qui nous permet de la calculer, c'est grand N, facteur de grand N plus 1 sur 2. Donc la somme des rangs occupés par les X et les rangs occupés par les Y, c'est ce nombre-là. Alors, la plus petite valeur de Rx est N facteur de N plus 1 sur 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la plus petite valeur de Rx? Si tous les Xi sont à gauche, ça veut dire qu'elles occupent les plus petites places. Donc, c'est la plus petite valeur possible. Dans ce cas-là, la somme des rangs, c'est ceci. Et la plus grande valeur est grand N, facteur de N plus 1 sur 2, moins M, facteur de N plus 1 sur 2, on peut le vérifier, qui est égal aussi à ça. Qu'est-ce que ça veut dire la plus grande valeur? Ça veut dire que les XI se positionnent toutes vers le haut et sont les plus grandes, et les YJ restent les plus petites. Dans ce cas-là, c'est l'autre situation extrême, et nous avons le total qui est égal à ça. Alors, la moyenne de cette plus grande valeur, cette plus petite valeur, on peut la calculer. L'une plus l'autre divisé par 2 nous donne NM sur 2. Alors, on peut prendre l'alternative K, F supérieur à G, qui veut dire que pour tout X, la probabilité que X est inférieur à X est supérieure à la probabilité que YJ est inférieur à X par définition de F de G. Ça, c'est F de X, et ça, c'est G de X. Donc, F supérieur à G, ça veut dire ceci. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ceci veut dire que des petites valeurs de xi sont plus probables que celles des YJ. Donc, les xi ont tendance à être plus petites que les YJ. La proba qu'un xi est plus petit que x dépasse les chances qu'un YJ soit, lui, plus petit que x. Donc, ce sont les xi qui auront tendance à être les plus petites. Alors, on rejette h quand Rx est petit, est inférieur à une constante C. Pour n et m petit, on trouve C dans une table. Table dite de test de rang, puisque là, tout est basé sur les rangs. Pour l'alternative f différent de g, ça veut dire que là,
si f n'est pas égal à g, ben f différent de g. On rejette h quand, même chose, Rx moins Nm sur 2, en valeur absolue, supérieur à C. C'est un test, encore une fois, bilatéral, puisque l'hypothèse est bilatérale. Et le C est de nouveau, on le trouve dans une table. Alors, deuxième type de test, et il est appelé test de Cini. Le test qui a précédé, c'est un test basé tout simplement sur les rangs occupés par les observations. Ici, nous allons parler d'un test de Cini. Il a à peu près le même principe que le précédent, sauf qu'il est basé sur les signes plutôt que sur les rangs. Alors, dans le problème de comparaison de deux traitements, on soupçonne que les effets dépendent de la gravité de la maladie. Donc, la réaction d'un patient au médicament ne va pas être la même selon la gravité de la maladie. C'est ce qui est tout à fait raisonnable. Alors, on prend un échantillon aléatoire de 2 N patients. Donc, 2 N à la fois. On en forme N couples de 2 patients, chacun qui sont comparables par rapport à l'état de la maladie. Donc, on va apparier les malades 2 par 2 en mettant dans le même couple des malades qui ont à peu près le même degré de maladie. Et alors, dans chaque couple, on affecte au hasard un patient au premier traitement et l'autre patient au deuxième traitement. Donc, ici, nous avions vu le cas où nous prenons 2 groupes d'individus, l'un pour un traitement et l'autre pour un autre traitement. Nous avions vu le cas où nous prenons un seul groupe d'individus sur lequel nous faisons une mesure par rapport à l'ancien traitement et un nouveau traitement. Là, nous prenons 2 groupes d'individus, mais nous formons des couples selon le degré de la maladie pour que la comparaison ait un sens. Il faudrait voir comment un patient réagit par rapport à un médicament ou par rapport à un autre, sachant que les 2 patients sont au même degré, au même stade de la maladie pour que finalement on ait une idée un peu plus claire sur les effets de ces médicaments. Alors, au IM couple, on associe le couple de variables aléatoires x, y, dans les fonctions de répartition respectives sans f et g pour tester l'hypothèse h qui est f égale à g contre l'alternative f supérieur à g. Donc là, on suppose qu'on teste l'alternative f égale à g contre f supérieur à g. On va montrer comment tester l'hypothèse contre l'alternative f différente de g. Donc je donne les 2 possibilités. On va poser zi qui est égal à xi moins yi, la différence. Donc là, si vous voulez, zi compare les 2 patients dans le même couple entre eux. Réaction du premier moins réaction du deuxième. Et on définit la fonction u de zi qui est déjà introduite tout à l'heure, qui est égale à 1 si zi est négatif et 0 sinon. Alors, la somme des u des zi sur les différentes valeurs de i qui vont de 1 à n est le nombre de zi négatif. Parce qu'après tout, u de zi est égal à 1 si zi est négatif. Donc cette somme nous compte le nombre de zi négatifs. C'est-à-dire, nous compte le nombre de couples où la première coordonnée est plus petite que la deuxième. La réaction au premier traitement est plus petite que la réaction au deuxième traitement chez un patient apparié qui a le même degré de maladie. Plus son nombre est grand, plus il y a des xi plus petits que les yi. C'est intuitif. Bien évidemment, le yi correspondant. Cette tendance est en faveur de K, de l'alternative. On rejette donc H quand cette somme-là est supérieure à C. Alors, ça justifie l'utilisation de Cini parce que U de ZI, il est égal à 1 si ZI est négatif. Donc, c'est un test, c'est comme ça. C'est ça la raison qui a fait que nous avions appelé ceci test de Cini. Alors, ce test est dit test de Cini. Bien évidemment, on peut vérifier que ZI est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P. P, c'est la probabilité que x inférieur à y, ça c'est des détails. Et alors, sous H, P serait égal à 1,5. Et pour n inférieur à 50 comme exemple, C est obtenu à partir d'une table, aussi dite table du test de Cini. Donc, test de rang, test de Cini. Pour n égale à 20 et alpha 0 est égal à 0,05, C de la table est égal à 13. Et donc, si cette somme-là est inférieure à 13, les 2 traitements sont comparables. Si ceci est plutôt supérieur à 13, il faut rejeter cette hypothèse-là en faveur de l'alternative unilatérale que nous avions adoptée. Donc, appliquons ce test aux données suivantes. Voilà très rapidement des données. Pour cet exemple, C est égal à 7. H est donc accepté puisque
la valeur de 3 trouvée à partir de ces données, c'est 7. Donc il y a 3 valeurs négatives, hein, il faut le voir. 3 valeurs négatives. Donc on a 3. 3 est inférieur à 7, le test est accepté. Donc ce test-là est très simple. On regarde ici, on s'en fout de ces valeurs. On ne fait compter que les valeurs négatives des différences. 1, 2, 3. Ça fait 3. 3 est plus petit que 7, c'est bon. L'hypothèse est acceptée. Alors, remarque, même s'il y avait 6 couples avec des grandes différences négatives et 4 avec des petites différences positives, le test continuerait à accepter H. Ce test-là, j'espère qu'on va contempler cette remarque pour comprendre ce qu'il y a derrière. Ce test-là, malheureusement, il est bien, mais il y a des situations un petit peu marginales où on peut avoir, comme je le dis ici, 6 différences qui sont négatives, mais 4 petites différences positives. Et ce sont ces 4 qui vont être insignifiants. Et donc le test va tirer vers une conclusion plutôt qu'une autre. Quel est le problème avec ce test? Le problème avec ce test, c'est qu'il ne tient pas compte de la grandeur de la valeur. Il ne regarde que son signe. Eh bien non. Quand le signe est égal, quand c'est négatif et c'est moins 0,01, ce n'est pas du tout la même chose quand c'est négatif et c'est moins 15. Il y a une solution à ça. Il y a un autre test qui va combiner les rangs et les signes. Mais nous n'allons pas devenir des spécialistes des tests non paramétriques. Nous allons nous contenter de ces choses-là. Et je crois qu'on a suffisamment d'idées pour anticiper ce qui pourrait venir. Donc, je vais me limiter à ça. Et encore une fois, je vous invite, si vous avez des questions ou si vous voulez vous exercer un petit peu en ayant quelques exercices d'application, tout simplement de vous référer au site web INUNETUNO et il suffira pour ça de cliquer sur MedNetu et merci.